Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Momoko Seto, la réalisatrice de Planète, qui sortira en mars 2026 et qui est aujourd'hui présentée dans la catégorie Douce Apocalypse au festival. Momoko, bonjour. Bonjour. Alors, ton film Planète montre 4 graines de pissenlit qui survivent à des explosions nucléaires en train de détruire la Terre. Les graines de pissenlit sont projetées dans le cosmos et atterrissent sur une planète inconnue. Elles partent alors à la recherche d'un sol propice pour s'installer et faire perdurer leur espèce. Alors, il faut quand même préciser que ce film, il est très surprenant. C'est pas un dessin animé, c'est pas vraiment une fiction ni un documentaire. C'est un mélange de prises de vue réelles, d'animaux, du vivant, de plantes, de la nature. Il y a un petit peu d'animation, des maquettes, des images macro. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film ? Alors, quand j'étais étudiante au Frénois, j'avais déjà fait une première planète qui s'intitulait Planète A, c'était en 2008, et où j'avais filmé des formations de cristaux de sel dans une planète un peu inconnue aussi. Donc, c'était une sorte de science-fiction avec des cristaux de sel. Et j'avais fait un deuxième film qui s'appelle Planète Z, où j'avais filmé des blobs, des moisissures, des champignons. Et un troisième film, Planète Sigma, où j'avais filmé des insectes en slow motion, comme des Godzilla qui arrivaient sur cette planète-là. Et donc, l'envie était venue pour filmer en utilisant un peu les mêmes techniques, mêmes envies de magnifier un peu la nature, c'est-à-dire à la fois les rendre grands, mais à la fois les rendre magnifiques, pour les montrer autrement. Mais avec une histoire, avec une émotion, avec des personnages. Et donc, on a eu ce challenge d'écrire un long métrage avec des graines de pissenlit qui seront parties à l'aventure. Et du coup, tu as utilisé différentes techniques. Je pensais, tout à l'heure, je mentionnais la macro, donc c'est le fait de filmer de très très près, en voyant tous les détails, même pour les êtres vivants les plus minuscules. Tu as utilisé aussi le time-lapse, donc qui reconstitue en temps réel une période très longue. Pourquoi ces choix et ces techniques, qu'est-ce qu'elles révèlent ? Alors en fait, toute l'idée du film, c'était de montrer les vivants un peu autrement qu'on les perçoit, c'est-à-dire les plantes qui bougent comme des animaux ou des animaux qui sont perceptibles en les ralentissant, c'est-à-dire quand on voit une abeille voler, on ne les voit pas vraiment, on les perçoit, mais quand on les voit en macro, en survolé, avec ses petites pattes, ses petits poils, on a l'impression presque que c'est un teddy-bear. Voilà, on les change. En fait, ces techniques-là permettent de changer la nature, c'est vivant, pour les montrer autrement. Et le time-lapse, c'est l'art de compresser le temps, donc ça va très vite. Donc les plantes, qu'on a l'impression qu'elles sont immobiles, en fait, elles ne sont pas du tout immobiles. Donc c'est les rendre comme des personnages d'aventure, justement. Et donc on a utilisé des macros, des time-lapse pour tout ce qui est les phénomènes longs, les caméras slow motion. On avait développé des bras robots pour faire des mouvements comme des graines de pissenlit, parce que les graines de pissenlit, elles s'envolent. Elles n'ont pas le même mouvement de corps que les humains. Donc on a développé un bras, on a filmé en drone en Islande, des grands paysages gelés pour toute la partie, le monde gelé, la planète dont il arrive. Donc voilà, on a toutes sortes de techniques pour pouvoir révéler les choses de la nature qu'on a l'impression qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas si bien. On le voit dès le début avec l'ouverture du film où c'est un pissenlit qui naît en fait et on le voit en très vite et ça révèle, ça montre bien en tout cas l'utilisation de toutes ces techniques et justement comme tu mentionnes plein d'êtres vivants, plantes, animaux, nature, tu as rencontré beaucoup de scientifiques pour faire le film qui sont spécialisés dans différents domaines. Toi-même tu es ingénieur, donc tu m'as dit un ingénieur de recherche, réalisatrice au CNRS. Comment est-ce que tu as travaillé à partir de tes compétences, tes connaissances mais aussi avec les autres scientifiques ? Oui, alors je travaille au CNRS, mais en tant que réalisatrice de films, donc je ne suis pas chercheuse, mais je travaille au quotidien avec des chercheurs. Et en fait, par exemple, pour filmer ne serait-ce qu'une plante ou un certain type d'animaux, qu'on filme pendant plusieurs jours, parce que voilà, on a plusieurs scènes, plusieurs séquences. Donc, par exemple, ne serait-ce qu'une montre religieuse qui apparaît dans le film, on a tourné pendant 2 jours. Il faut les connaître, il faut savoir comment ils bougent, il faut savoir s'ils sont diurnes ou nocturnes, il faut savoir quelle température ils sont bien, parce que les insectes, par exemple, quand il fait trop froid, ils bougent plus. Donc, il faut avoir une bonne température. Il faut les maintenir en captivité pendant quelques jours, donc pour savoir qu'est-ce qu'ils mangent, pour ne pas aussi les abîmer. Donc, à la fois les contraintes de tournage, le temps, et aussi les guider. Parce qu'il faut que la limace, parfois, elle regarde la caméra, elle tourne à gauche, elle marche, elle s'arrête.
Qu'est-ce qui fait arrêter une limace? Qu'est-ce qui fait bouger? Donc tout ça, il faut qu'on les connaisse, sinon on peut pas les guider comme les acteurs. Donc en fait, avant le tournage, j'étais allée voir plusieurs chercheurs, spécialistes de grenouilles, des spécialistes de papillons, spécialistes de limaces, spécialistes de blobs, spécialistes de champignons, voilà. Et même des naturalistes qui connaissent la forêt, qui connaissent les topographies en Islande, pour pouvoir les filmer de façon entre guillemets efficace, parce qu'un tournage coûte de l'argent. Donc pour pouvoir aller à l'essentiel, avoir tous nos plans, il fallait les préparer en amont. Et c'était grâce aux chercheurs qu'on pouvait vraiment les préparer. À quel moment dans ton parcours se sont croisés le cinéma et les sciences? Alors les sciences, c'est un mot un peu vulgarisé, disons, puisque la science, on a l'impression que c'est souvent la biologie ou la physique, les tubes à essai. Mais la science, c'est une production de connaissances. Donc quand on fait la science, on produit la connaissance qui n'était pas connue avant. C'est ça la science. Moi, la science, elle croise tout le temps, dans le sens où ça part de... Je suis toujours inspirée de l'histoire de l'art, qui est aussi une science en soi, et l'anthropologie, la sociologie, qui est en sciences humaines, qui me nourrit beaucoup aussi dans l'écriture de films. Qu'est-ce qu'on doit raconter aujourd'hui dans l'écologie, qui est aussi une science de l'environnement, dans les rapports humains ou dans les rapports de l'homme par rapport à la nature, donc qui peut être de l'anthropologie. Donc toutes ces connaissances-là ou des compréhensions de nos jours me nourrit, puisque ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse, c'est de raconter qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui en 2025 d'important pour nous. Donc en partant de cette base-là, voilà, je me nourris beaucoup de lectures, surtout des philosophes, des sociologues, des anthropologues. Après la science, donc sciences dures, ou sciences botaniques, ou sciences biologiques, je les ai toujours côtoyées. Quand, mon premier court-métrage 2008, en Planète A, quand j'ai filmé les cristaux de sel, j'étais allée voir un cristallographe au Muséum d'histoire naturelle pour savoir quelle est l'eau qu'il fallait utiliser pour avoir les cristaux de sel le plus jolis. Je ne peux pas le savoir. Donc voilà, en fait, à chaque fois que je veux filmer quelque chose d'inconnu, que pour moi c'est inconnu, alors les cristaux de sel, en fait, c'est pas si inconnu que ça, mais filmer la formation me semble un peu inconnu, je vais aller voir les chercheurs, parce que c'est eux qui vont me donner exactement la température, l'eau, pour avoir ce qu'on veut obtenir à la fin. Tu dirais que le cinéma te permet de révéler ? Le cinéma, je pense que ça soit la fiction sur les rapports humains, les rapports familiales ou la guerre, ça nous permet bien sûr de révéler quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit peu, d'une sorte de vérité à travers une histoire, bien sûr. Planète, c'est un film que je trouve assez hybride, on vient d'en parler dans sa manière, dans sa forme, mais c'est aussi un film qui est très accessible. Est-ce que c'est justement le but de Planète de essayer de faire valoir la parole scientifique qui aujourd'hui sur l'environnement, on le sait, est quand même globalement niée? Quelle est la place pour toi du cinéma dans le combat pour l'écologie ? Alors moi, je ne fais pas de militantisme à proprement dit politique. Moi, j'ai une formation d'artiste. Donc voilà, mon outil, c'est l'image, c'est la musique, c'est le montage, c'est les émotions, c'est les sensations, c'est l'esthétique. Donc ça, c'est mes outils à moi. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de paroles de scientifiques qui sont quand même mises en cause malgré eux, malgré tous les alarmes qu'ils envoient dans la terre auprès du peuple. C'est très peu ou parfois pas entendu, ce qui est très dommage. Ce qui pour moi était important pour Planète, c'était de toucher aussi les jeunes publics, c'est-à-dire que raconter une histoire aux plus jeunes, parce que c'est eux le futur. Donc voilà, il fallait qu'eux ils soient sensibilisés à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? C'est quelque chose qui nous est quotidien. Ce qui est important, c'est ce mot quotidien, ce qui nous entoure en fait. Le sol qui est juste en dessous de nous, dans le parc qu'on est en train de marcher, piétiner. Et en fait, il y a des vers de terre, il y a des petites pousses, il y a des graines qui ont été déjà semées au printemps dernier. Il y a tout un écosystème, il y a toute une vie il y a des bactéries qui est dans ce sol-là. Et que nous, on met des bétons par-dessus. Mais c'est là qu'il y a de l'avenir, c'est là qu'il y a le futur. Et ce que j'adore, c'est Emmanuel Kocha, un philosophe que j'aime beaucoup. Il dit qu'avant, les humains regardaient le ciel pour prédire l'avenir. Mais le ciel, les étoiles, c'est déjà le passé. La lumière qu'on voit dans le ciel, c'est déjà le passé très très loin. Déjà, ça n'existe plus presque, ces étoiles-là. L'avenir, c'est dans le sol.
C'est tout ce qui va, le sol va nous rapporter. Et ce que, par exemple, la science m'a appris en CNRS, c'est de dire que la pollution de sol, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas aujourd'hui. On en parle très peu. Beaucoup de chercheurs en parlent déjà, mais c'est pas parlé dans les grands publics. Mais la pollution de sol, c'est la pollution qui va venir prochainement. Après la forêt, après la mer, c'est le sol. Le sol était une évidence. On vit, on marche, mais ce n'est plus une évidence aujourd'hui. Avec la surpopulation, la surexploitation, la monoculture, les engrais, le sol est malade. Mais ça, on n'en parle jamais. Et moi, je me dis, quand je fais un film d'aventure avec des graines qui cherchent un sol, qu'est-ce que je dois parler de ce sol-là? Je dois parler que ce sol est abîmé, en fait. Nos sols est abîmé. C'est pour ça que le champ contre champ des graines avec des sols, c'est des types de sols différents. Et on a travaillé avec le maquettiste, Niels Dupré, toutes les textures de sol pour que le sol soit aussi un protagoniste, a aussi un vocabulaire qu'on perçoit, qu'on voit que c'est pas plantable, qu'on voit que c'est pas accueillant, on voit qu'il y a de la boue toxique avec ces trucs jaunes. Les enfants, ils le voient tout de suite, en fait. Et c'est ça qui est important. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de Planète. Justement, tu disais que tu travailles avec le sol, avec tous ces animaux, toutes ces plantes. Je crois que le tournage de Planète, il a duré 260 jours, étalé sur 2 ans et demi. Exactement. C'est énorme. Tu disais tout à l'heure que vous êtes allé beaucoup en Islande. Et c'était aussi lié à l'idée de voir les animaux très près, de voir leur développement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce tournage inédit ? Oui, alors on est parti 3 semaines en tournage, mais avec 2 semaines de préparation, de repérage avant en Islande pour filmer tous les icebergs, les glaciers, des topographies sans végétation volcanique pour tout ce qui est représenté le début de cette planète. Comme la Terre, il y a des milliards d'années, était congelée. Donc c'est un peu une allégorie aussi à la Terre. Et puis ces icebergs qui n'existeront plus dans quelques années, et qu'on voulait aussi les capturer. Donc on est allé filmer tous ces grands paysages dans le grand froid et donner à voir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que moi j'avais jamais vu d'iceberg de ma vie, et je trouve que c'est fascinant de les voir en vrai, en proche comme ça. Donc c'était important d'aller les filmer. On est parti 3 mois au Japon pour filmer des faunes et flores japonaises qui n'existent que localement, donc on ne voulait pas faire importer ou faire faussement. On voulait vraiment aller sur le lieu, notamment sur l'île de Yakushima, qui est au sud du Japon, qui est une île classée UNESCO. Et donc, il fallait vraiment filmer dans la forêt.
Et après, on est venu en France 9 mois en Bourgogne, accueillis par un châtelain dans un château, où il y avait une orangerie, où on pouvait filmer des plantes, des maquettes de plantes avec la lumière de jour. 20 maquettes, 17 appareils photo qui tournaient pendant 9 mois. Et des tournages des insectes à côté, avec des caméras, des effets spéciaux en live, qu'on faisait avec une petite équipe de 4-5 personnes. Justement, tu parlais des maquettes. À quoi elles servent ces maquettes? Est-ce que c'est uniquement du décor? Est-ce qu'elles servent aussi pour les animaux? Alors oui, les maquettes, c'était tous les différents environnements que les personnages traversent. Donc ils passent d'une maquette avec plein de petites plantes très sensibles qui viennent de pousser, comme le début d'un monde. Après, il y avait une maquette de la forêt, où ils pénètrent dans une forêt avec plein de feuillages de couleurs différentes, qui est très étrange, mais aussi poussé avec des grands champignons qui vivent en harmonie avec ces plantes. Donc une troisième maquette de champignons. Après, on avait des maquettes avec des lichens, qui est aussi un vivant très hybride entre les bactéries, les champignons et les plantes. Et donc, ils traversent différents mondes comme ça. Et à chaque fois, c'était des maquettes qu'on faisait avec une botaniste qui travaillait avec le maquettiste. Dans le film, il n'y a aucune voix off, il n'y a aucun vraiment bruitage, il n'y a pas de dialogue. Les pissenlits et les autres animaux ou plantes ne parlent pas. En revanche, il y a de la musique qui a été composée par Nicolas Becker et Quentin Sirjac. Comment est-ce que tu as créé la bande sonore avec eux? Quelle était ton intention? Alors, Quentin Sirjac et Nicolas Becker sont venus assez vite sur le projet, donc ils sont même venus sur le tournage. Et quand j'ai parlé de ce monde, de cette création de monde, en déformant tout l'échelle, la temporalité, l'échelle à la fois physique mais aussi temporelle, ça les a vraiment excités comme challenge, parce que c'est quoi le son d'une pleurote qui pousse comme un baobab? Quel est le son d'un tétard qui arrive comme un requin? Donc voilà, tous ces sons-là, il fallait les créer. Et bien évidemment, en tournage, on n'a pas de son. Donc Nicolas qui est plutôt aussi, il est musicien, mais aussi sound designer, il me disait, mais là tu vois quoi? Alors là, c'est pas un tétard, c'est un requin. Ou là, c'est pas des limaces, mais c'est des chevaux. Donc à chaque fois, on les changeait comme ça, et pour que le son suive aussi dans cette imagination-là. Et par exemple, les pleurotes qui poussent dans le film de façon géante, Nicolas a mis le son de la baleine. Le cri de la baleine. Du coup, les pleurotes deviennent baobab, deviennent des baleines. Donc, ce n'est plus des petits organismes qu'on pousse dans l'assiette, les enfants, mais ça devient un des animaux le plus merveilleux au monde, des baleines. Et j'aimais que le son contribue à changer le regard des éléments qui nous entourent. Pour moi, il participe aussi à construire l'histoire. Oui. Il participe aussi à la fiction. Et j'allais te demander justement, Planète donne l'impression de vouloir créer un peu des passerelles entre le monde réel. Voilà, tu parlais du côté très terre à terre du sol, et en même temps de cette imagination, de cette histoire, de la fiction. Est-ce que tu vois un peu le cinéma comme un créateur de passerelles entre le réel, l'imaginaire, le documentaire, la fiction, le côté rationnel et le rêve? Oui, ce qui est troublant dans le cinéma, c'est qu'on donne à voir toujours les choses qui nous entourent, qui est réel, les acteurs, les décors, les lieux, ou moins les organismes vivants, et que sur ça se juxtaposent des imaginations. Ça peut être fantastique, imaginaire, ou quelque chose qui ne se passera pas normalement, qui se passe dans le cinéma, dans les films. Donc c'est un lieu où tout peut se passer, où les rêves deviennent réalité dans le sens où on les voit, en tout cas à l'écran. Donc ce qui est fantastique, c'est que et en plus on devient ces personnages. En fait, ce qui était très fort pour moi, pour ce film, c'est que je donnais aux spectateurs cette opportunité d'être graine. Je crois que personne n'a jamais été graine dans leur vie, mais c'est le seul moment, pendant 1h10, je vous invite à devenir graine. Et parce que je vous invite à devenir graine, que vous allez voir ce que vous connaissez autrement. Parce que vous n'allez pas bouger de la même manière, vous n'avez pas la même échelle, vous n'avez pas le même but, vous ne voyez pas la même façon. Et donc, ce déplacement de sujet, de moi qui existe sur Terre, et ce moi qui devient en regardant un film, elle est quelque chose d'une expérience qui tout d'un coup nous révèle des nouvelles émotions, des nouveaux points de vue. Et c'est ça qui est important, peut-être dans le militantisme, de donner une autre émotion sur les choses qu'on va expérimenter et pas que qu'on a entendues.
Momoko, tu es née au Japon et tu es allée à l'école française là-bas. Donc, ta culture franco-japonaise, comment elle t'inspire? C'est une grande chance d'avoir une double culture, il faut le dire. Surtout le Japon et la France, qui est deux cultures très différentes, extrêmement différentes. J'ai vécu, donc je suis née au Japon, j'ai vécu 20 ans à Tokyo, en plus dans la grande ville. Et après, je suis venue en France, à Marseille en plus. Donc le gap culturel entre Tokyo et Marseille. Marseille, j'adore. C'est en fait, les doubles cultures, ça me permet de lire autrement les choses. C'est-à-dire qu'une évidence n'est plus une évidence dans un autre pays. Donc quelque chose qu'on pense que c'est immuable, c'est comme ça, bah, ce n'est plus comme ça. Donc je pense que ça me permet aussi d'avoir un peu d'esprit souple ou d'accepter autre chose. Parce que ça existe déjà dans mon corps, les deux antagonismes. Et du coup, voilà ça. Et puis, le Japon étant très proche aussi plus proche que l'Occident de la nature, il faut dire. La saisonnalité nous est quotidien. On n'a pas que 4 saisons, mais on a une cinquantaine de saisons au Japon, qui est ponctuée tous les 10 jours. Donc, on ne parle pas de la même langage par semaine. On ne mange pas la même chose par semaine. On ne sent pas les mêmes couleurs chaque semaine. Donc, cette subtilité de nuance qui est très sensible, que voilà, en France, on a d'autres choses, mais en tout cas, on n'a pas ça, me permet aussi de nuancer des choses. Et puis, on a parlé de sans dialogue. Au Japon, on a un verbe qui dit comprendre sans mots. Ça veut dire il faut que vous compreniez sans qu'on vous explique. Il y a la beauté de silence ou la beauté de geste ou beauté de non-verbal dans la communication. Et je pense que quand il y avait un des graphistes qui avait vu mon film en post-production, il m'a dit mais ce film ne peut pas être fait par une Française. Ah oui. Et je trouvais que c'était assez sympa. Mais écoute, merci Momoko d'être venue dans notre émission. Je rappelle que ton film Planète est présenté dans la catégorie Douce Apocalypse au FIFAM cette année. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur la chaîne YouTube du festival. À la prochaine.